Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font à cet enfant? La voix de la femme de ménage résonnait dans la mémoire de cette grande maison de campagne en Provence comme un avertissement que personne n'avait voulu entendre. Un murmure de désespoir emprisonné entre des murs froids, où le luxe ostentatoire dissimulait des secrets qui n'auraient jamais dû voir le jour. Là, au cœur d'une famille qui semblait parfaite sur le papier glacé des magazines, grandissait silencieusement une histoire qui allait bouleverser le pays, faire tomber les masques coûteux et révéler ce qui se produit lorsque la cupidité l'emporte sur l'amour. Ce que personne ne savait en cette matinée tranquille, c'est que les jours à venir transformeraient une simple employée invisible en protagoniste d'un scandale qui déchirerait le voile du mensonge devant tous, et que ce bébé, traité comme un objet, était sur le point d'être sauvé par quelqu'un que le monde s'obstinait à ignorer jusqu'à présent. Avant de poursuivre ce récit, répondez-moi à une question. D'où nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il dans votre ville? J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent, savoir qui est de l'autre côté, vivant cet instant avec moi, ressentant chaque détail et chaque révélation de cette narration pleine de secrets. Alors, préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple affaire. C'est le genre d'histoire qui nous remue, qui nous fait tout remettre en question, qui montre comment, parfois, ceux qui semblent invisibles sont ceux qui possèdent le courage qui manque aux autres. La propriété de Stéphane semblait toujours vivante de l'extérieur, entourée de jardins parfaitement entretenus où les cigales chantaient sous le soleil provençal, et de caméras de surveillance qui clignotaient comme des yeux attentifs. Mais à l'intérieur, elle portait un silence étrange, pesant, comme si elle retenait son souffle pour cacher ce qui se passait quand personne ne regardait. Valérie, l'épouse du millionnaire, arpentait les couloirs comme si elle possédait le monde, avec des pas assurés, des parfums opulents et des yeux froids qui ne se posaient jamais sur son propre fils plus de quelques secondes. Le petit Léo, âgé de quelques mois, passait la plupart de son temps dans sa chambre, une pièce vaste et lumineuse, mais la clarté n'arrivait pas à réchauffer sa peau fine, ni à illuminer le vide qui entourait son berceau. Les employés de maison échangeaient des regards silencieux, percevant que quelque chose n'allait pas, mais aucune n'avait le courage de dire un mot, car dans cette demeure, tout était contrôlé, même la peur. Parfois, la nuit, un cri aigu déchirait l'air, et la seule réponse était le son lointain d'un rire étouffé, résonnant dans le couloir. Lorsque Stéphane partit pour une négociation internationale qui devait durer des mois, croyant que son foyer resterait sous des soins parfaits, le rythme de la maison changea radicalement. Sans son mari à proximité, Valérie laissait tomber le masque de la mère attentionnée pour révéler la femme impitoyable que peu de gens connaissaient. « Je ne vais pas perdre mon temps avec ces pleurnicheries », murmurait-elle en passant devant le berceau, sans même jeter un regard à Léo, comme s'il n'était qu'un détail gênant de la décoration. Le personnel remarqua que le garçon devenait chaque jour plus faible, avec des cernes profonds et une fatigue qui ne correspondait pas à son âge. Sa mère, en revanche, ne faisait que se pavaner devant le miroir, s'entraînant à des expressions dramatiques pour des interviews qui n'auraient jamais lieu. C'était comme si l'enfant n'existait que pour soutenir une image qu'elle ne se souciait plus de maintenir, et toute la propriété absorbait cette indifférence comme un poison silencieux. C'est durant cette période que Manon, la jeune femme de ménage à l'uniforme bleu, recommença à noter des détails que toute autre personne ignorerait. Elle travaillait dans cette maison depuis des années, toujours silencieuse, toujours discrète, évitant constamment d'attirer l'attention. C'est peut-être pour cela qu'elle observait plus qu'elle ne le devait. Elle remarqua que le biberon avait une odeur différente, que le lait semblait parfois plus épais, plus opaque, plus amer dans l'air. Elle remarqua aussi que l'enfant dormait trop profondément, respirait trop vite et pleurait trop faiblement, comme s'il n'avait plus la force d'appeler à l'aide. En ramassant le linge et en passant la serpillière, Manon sentait son cœur se serrer lorsqu'elle voyait Valérie secouer le biberon avec irritation ou repousser le bébé avec impatience. Chaque jour, une pièce étrange s'emboîtait dans son instinct, formant un puzzle qu'elle ne voulait pas encore croire réel. Un certain après-midi, alors qu'elle organisait les produits de nettoyage dans la chambre de Léo, Manon trouva un petit flacon de verre partiellement caché derrière un cadre photo. Elle prit l'objet avec précaution, sentant sa main trembler légèrement, et lut l'étiquette. Le nom du médicament raviva des souvenirs qu'elle avait juré avoir enterrés pour toujours. Des souvenirs du temps où elle portait une blouse blanche, prescrivait des formules, conseillait des patients et était respectée en tant que pharmacienne professionnelle. « Pourquoi est-ce que ça serait ici ?» murmura-t-elle, regardant le bébé allongé dont la respiration était faible. Le flacon, la texture du lait, le comportement de la mère. Tout commençait à pointer vers quelque chose de terrible. Manon tenta de chasser cette pensée, mais elle revenait avec force. Ce n'était pas de la négligence, pas de l'ignorance,
c'était une action délibérée. Et si c'était vrai, le danger venait de la personne qui aurait dû le moins causer de mal. L'esprit en ébullition, Manon se mit à observer chaque mouvement de sa patronne sans en avoir l'air. Elle remarqua que Valérie préparait le biberon loin de tout témoin, qu'elle gardait de petits flacons dans un sac à main luxueux et qu'elle s'irritait toujours lorsque le bébé était un peu plus éveillé ou réagissait avec plus de vigueur. « Il ne fait que me donner du travail, il n'est même pas bon à ça », grommelait-elle, arrangeant ses cheveux tout en postant des photos souriantes sur les réseaux sociaux. Manon respirait profondément, essayant de dissimuler le choc qu'elle ressentait en entendant de telles phrases prononcées avec tant de naturel. Chaque jour, Léo paraissait plus fragile, plus dépendant, plus éteint, comme une flamme qu'on étouffe. Et le plus effrayant était que personne dans la maison ne voyait ce qui était sous leurs yeux, ou feignait de ne pas voir. Lorsque le bébé commença à refuser le biberon plus fréquemment, tournant la tête et pleurant d'un son presque rauque, Manon comprit que la situation avait atteint un point critique. « Il ne supportera pas ça plus longtemps », murmura-t-elle en passant la main sur la poussette tout en rangeant la chambre. Ce soir-là, alors qu'elle nettoyait la cuisine, elle entendit des pas précipités et reconnut le son familier de sa patronne descendant l'escalier avec une irritation manifeste. Quelques secondes plus tard, la femme entra dans la chambre du bébé et verrouilla la porte. Le silence qui suivit fit s'arrêter Manon au milieu de son mouvement, le chiffon suspendu dans les airs. Il y avait quelque chose de différent ce soir-là, une sorte de précipitation, une anxiété sombre qui faisait accélérer son cœur sans raison apparente. Et c'est cette sensation qui la poussa à monter lentement les escaliers, marchant à pas de loup, sans savoir exactement ce qu'elle allait trouver. En s'approchant de la porte, Manon entendit un faible pleur interrompu par un léger déclic, comme le son d'un bouchon de flacon qu'on ouvre. Elle colla son oreille contre le bois et ferma les yeux, sentant sa respiration se bloquer dans sa poitrine. La voix de Valérie s'éleva, étouffée, chargée d'un ton bien trop doux pour être réel. « Voilà, mon petit. Juste un peu plus et tout sera parfait pour maman. » La phrase, dite avec une fausse suavité, glaça le corps de Manon, qui recula de quelques pas. Elle sentit qu'à cet instant, la vérité se révélait enfin, douloureuse, terrible et impossible à ignorer. Elle savait qu'à partir de cette seconde, rien de tout cela ne pourrait continuer en silence. Et le plus effrayant était de réaliser que la mère n'avait aucune idée que quelqu'un venait de découvrir le secret qu'elle cachait si bien. Et c'était précisément cela qui rendait la situation sur le point d'exploser. Le lendemain matin, après les murmures derrière la porte, la propriété semblait identique de l'extérieur, mais Manon sentait que quelque chose dans l'air avait changé, comme si les murs avaient absorbé le secret de la nuit précédente. Valérie descendit les escaliers vêtue d'une robe rouge intense, marchant avec l'assurance de quelqu'un qui croit avoir le contrôle absolu de tout ce qui l'entoure. Elle passa près de la poussette de Léo sans même un regard, murmurant « Ne me réveille plus en pleine nuit », tout en ajustant ses coûteuses boucles d'oreilles. Manon, qui arrangeait le tapis du salon, observa discrètement le bébé, encore plus pâle, respirant avec difficulté et cherchant des forces qu'il n'aurait pas dû avoir à trouver si tôt. Le soleil traversait les hautes fenêtres et illuminait la scène comme s'il tentait d'exposer une vérité cachée, mais personne dans cette maison ne semblait disposé à voir. Les employés se déplaçaient en silence, évitant de se croiser du regard, comme si elles pressentaient que quelque chose de grave mûrissait lentement, prêt à éclater au mauvais moment. En passant l'aspirateur dans le couloir de l'étage supérieur, Manon remarqua que sa patronne entrait dans la chambre de Léo, toujours à des heures différentes, comme si elle tentait d'empêcher toute routine qui pourrait être remarquée. Elle portait un petit sac, trop lourd pour ne contenir que du maquillage, et ne laissait jamais la porte complètement ouverte lorsqu'elle s'approchait du berceau. À chaque aller-retour, les pleurs du bébé changeaient d'intensité, parfois faibles et étouffées, parfois plus aigus, mais toujours trop brefs pour que quiconque arrive avant que le silence ne revienne. « C'est drôle comme tu ne pleures qu'avec moi », dit la femme une fois, d'un ton qui semblait plus irrité qu'inquiet. Manon, poussant lentement l'aspirateur, tentait de garder un visage neutre, mais sentait son estomac se nouer à chaque fois que cette voix froide résonnait dans le couloir. Rien n'était encore assez clair pour une accusation, mais chaque détail soulevait davantage de soupçons, comme de petites pièces éparpillées d'un sombre puzzle attendant d'être assemblées. Un après-midi particulièrement silencieux, Léa, la nounou, s'assit sur le bord du lit et berça le bébé dans ses bras avec des mouvements lents et prudents. Manon entra avec un panier de linge et remarqua que les yeux de la jeune femme étaient rouges, comme si elle avait pleuré pendant des heures. « Il est de nouveau bizarre. Il dort beaucoup trop », murmura Léa d'une voix étranglée. Le bébé semblait s'enfoncer dans son propre corps, fronçant le front de malaise à chaque fois qu'on le bougeait.
Manon, essayant de ne pas montrer l'inquiétude qu'elle ressentait, rangea les petits vêtements dans l'armoire tout en observant la scène dans le reflet du miroir. Valérie n'était pas apparue depuis près de 40 minutes, un temps suffisant pour faire n'importe quelle préparation en cachette. Au loin, le son de rire provenant du salon créait un contraste troublant. La femme qui aurait dû protéger l'enfant s'amusait avec des amis, tandis que son fils semblait lutter contre quelque chose de bien plus grand que la fatigue. Pourtant, Manon savait que ce n'était pas le moment d'agir, pas sans quelque chose de solide. Dans les jours qui suivirent, de petits comportements commencèrent à détonner. Comme des fissures discrètes, la patronne se mit à observer la femme de ménage plus fréquemment, comme si elle tentait de mesurer chacune de ses respirations. « Vous vous intéressez beaucoup à ce bébé, vous ne trouvez pas ?» dit-elle un jour, sans quitter son téléphone des yeux. Manon répondit simplement « Je fais mon travail, madame ». La phrase ne plut manifestement pas, et la femme s'approcha lentement d'elle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est bien que vous continuiez ainsi », une phrase qui sonnait plus comme une menace qu'une instruction. À partir de cet instant, la patronne se mit à circuler dans les mêmes pièces où se trouvait Manon, même sans raison. Parfois, elle surgissait soudainement dans le couloir. D'autres fois, elle restait plantée sur le seuil de la cuisine, observant sans ciller. C'était comme si elle essayait de découvrir si quelqu'un avait remarqué quelque chose qu'il ne fallait pas. Et sans le savoir, chaque surveillance renforçait encore plus ce que Manon avait besoin de comprendre. Pendant ce temps, Stéphane envoyait des messages enregistrés de loin, parlant de réunions, de dîners importants, d'investissements et de voyages. Dans chacun d'eux, il demandait comment allait son fils, et sa femme répondait toujours la même chose, il est faible. Je crois qu'il a hérité de ma santé délicate. Manon entendait ces audios de loin en lavant le sol du salon, et la froideur avec laquelle la femme mentait sans hésiter laissait un vide inconfortable dans sa poitrine. Léa commençait aussi à remarquer des contradictions. Parfois, le bébé allait mieux lorsque Valérie n'était pas là. D'autres fois, il semblait empirer juste après un moment intime entre mère et fils. Il y a quelque chose qui ne va pas, Manon. Je le sens, murmura Léa un soir, en arrangeant l'oreiller de l'enfant. Manon ne répondit pas, mais elle savait que cette intuition partagée n'était pas une coïncidence, c'était le début d'un schéma qui devait encore être prouvé. Plus elle observait, plus Manon réalisait qu'il y avait un rythme étrange dans la routine de la mère. Elle choisissait toujours des moments où la maison était agitée, bruyante, pleine de tâches, pour entrer seule dans la chambre de l'enfant. Elle ne permettait jamais à quelqu'un d'autre de s'approcher du biberon avant que le bébé n'ait tout bu. Et étrangement, il y avait toujours un échange rapide de flacons entre son sac et le plan de travail près du berceau. Il ne boit rien quand vous êtes là toutes les deux. On dirait qu'il le fait exprès, dit la patronne une fois, lançant à Léa et Manon un regard chargé d'une méfiance calculée. C'est à ce moment-là que Manon comprit que la femme construisait son propre récit, préparant le terrain pour blâmer quelqu'un au moment opportun. Pourtant, les pièces que Manon assemblait ne formaient pas encore une image complète. Et c'était précisément ce qui la maintenait en alerte, attendant le bon moment pour agir. À la fin de cette semaine-là, la tension semblait toucher les murs comme de l'électricité. Le bébé alternait des moments de légère amélioration et des chutes brutales, comme s'il y avait deux forces opposées luttant en lui, l'une qui l'affaiblissait et l'autre qui tentait désespérément de le ramener. Manon se mit à prendre des notes discrètes dans la poche de son tablier. Horaire, comportement, odeur, couleur. Ce n'étaient pas des preuves, mais c'étaient des pas. Et chaque pas rapprochait l'histoire d'un point de non-retour. Une nuit de vent fort, alors qu'elle pliait des draps près de la porte entr'ouverte de la chambre, elle entendit sa patronne murmurer quelque chose qui la figea. « Si ça continue comme ça va être plus facile que je ne le pensais. » La phrase était trop vague pour une accusation directe, mais trop claire pour être ignorée. Manon recula lentement, essayant de garder une respiration stable, sachant qu'elle était plus proche de la vérité que jamais, et que lorsque cette vérité éclaterait, il n'y aurait pas de retour en arrière pour personne dans cette maison. La nuit tomba lourdement sur la propriété, apportant un silence si profond qu'il semblait engloutir toute tentative de repos. Et c'est précisément dans cette quiétude que Manon remarqua que les pas de sa patronne étaient plus fréquents que d'habitude, comme si elle rôdait dans les couloirs, attendant le moment parfait pour agir sans témoin. Alors qu'une pluie fine frappait contre les vitraux, Léa s'endormit, épuisée, dans le fauteuil à côté du berceau, tenant la petite main faible du bébé qui respirait avec effort. Manon, nettoyant le couloir, vit la porte de la chambre s'ouvrir de quelques centimètres.
révélant le visage de la mère éclairé par la lumière bleutée de la veilleuse. « Il ne me dérangera plus », murmura la femme avant de disparaître à nouveau comme une ombre. Le son presque inexistant de la phrase glaça la colonne vertébrale de Manon, car cela ressemblait moins à un simple soupir de lassitude qu'à un avertissement. Quelque chose de décisif allait se produire cette nuit-là, et toute la maison semblait retenir son souffle au même rythme que le bébé, attendant le prochain mouvement sans personne pour en témoigner. Le lendemain matin, alors que le soleil peinait à se lever, Manon trouva le biberon préparé avant l'heure habituelle, posé sur un plateau avec un liquide plus trouble que d'ordinaire, comme s'il avait été mélangé à la hâte. Elle s'approcha lentement, observant le flacon avec des yeux entraînés par des expériences qu'elle préférait oublier, remarquant de petites particules en suspension qui n'appartenaient pas à du lait ordinaire. Le bébé, faible et fiévreux, gémissait doucement dans son berceau, le son si léger qu'il ressemblait à un appel à l'aide étouffée. Avant qu'elle ne puisse toucher le flacon, la patronne entra dans la chambre avec un air de précipitation déguisée, prenant le biberon du plateau et disant « Aujourd'hui, il doit tout boire ». La façon dont elle tenait le flacon, le protégeant du regard des autres, en disait plus que ses paroles. Manon resta immobile mais attentive, sentant que cette matinée était un pas de plus vers quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui ne pouvait pas encore être révélé, mais qui était sur le point de prendre forme. Léa, le regard fatigué, tenta de donner le biberon au bébé, mais il tourna la tête, repoussant la tétine avec le peu de force qui lui restait. « Il n'en veut pas, il n'en veut jamais », murmura la jeune femme, au bord des larmes. La mère leva les yeux au ciel avec impatience, s'approchant rapidement et prenant le bébé dans ses bras. « Si, il va le boire », dit-elle, serrant le petit contre sa poitrine avec une force inutile. Manon observa de loin, caché derrière la porte entr'ouverte, et vit le bébé tousser, s'étouffer et pleurer d'un son faible, comme s'il implorait un soulagement. L'atmosphère devint si lourde que la respiration de chacun semblait ralentir, comme si la maison elle-même essayait de comprendre jusqu'où cette femme irait. Manon savait qu'elle ne pouvait pas encore intervenir. Chaque geste précipité signifierait être renvoyé, et le bébé resterait seul entre les mains de celle qui semblait désirer son déclin. C'était comme marcher sur une fine couche de verre, chaque pas pouvait tout briser avant le bon moment. À l'heure du déjeuner, alors que les employés organisaient la table et tentaient de maintenir la routine d'une maison de millionnaires, les pleurs du bébé résonnèrent de nouveau dans le couloir, cette fois plus faibles, plus traînants, comme un filet de voix sur le point de s'éteindre. La patronne ignora le son avec la tranquillité effrayante de quelqu'un qui perçoit la souffrance comme un bruit de fond. Manon, arrangeant les plats en argent sur la table, leva discrètement les yeux, comptant mentalement le temps écoulé depuis le dernier biberon. Quelque chose ne collait pas. Le bébé ne pleurait jamais aussi longtemps après avoir mangé. Sa faiblesse était toujours suivie de longues périodes de silence profond. Ce pleur différent, insistant, semblait appeler quelqu'un qui l'écouterait vraiment. La femme de ménage respira profondément, sentant le même instinct qu'elle avait si souvent tenté de faire taire, mais qui maintenant poussait son corps fermement vers l'étage supérieur, même si elle savait que cela signifiait franchir des limites qui pourraient lui coûter son emploi, sa sécurité, et peut-être plus encore. En arrivant dans la chambre, Manon trouva Léa désespérée, éventant le bébé avec des mouvements rapides et maladroits. « Il est chaud, très chaud », dit la jeune femme, la voix tremblante de peur. Le petit avait le visage rouge, les yeux mi-clos et respirait trop vite, comme si quelque chose brûlait de l'intérieur. Manon posa la main sur le front de l'enfant et sentit la chaleur anormale, bien au-dessus de ce qu'un corps si fragile devrait supporter. Le flacon récemment utilisé était encore à côté du berceau, avec quelques gouttes collées à la tétine et une odeur subtile qui dénonçait le même arôme métallique qu'elle avait senti l'autre jour. Avant qu'elle ne puisse analyser davantage, des pas résonnèrent dans le couloir et la patronne apparut à la porte, les sourcils haussés et un faux étonnement répété. « Qu'est-ce que vous lui avez fait » demanda-t-elle d'un ton plus accusateur qu'inquiet, préparant le terrain pour transformer n'importe quelle situation en faute d'autrui. Durant l'après-midi, l'état du bébé oscilla entre fièvre intense et somnolence dangereuse. Et même ainsi, la mère semblait plus préoccupée par l'organisation d'une petite réunion avec des amis dans le salon, où des rires forts contrastaient avec le désespoir silencieux de la chambre voisine. « On ne dirait même pas que c'est une mère », murmura Léa. Mais Manon se contenta de border le drap du bébé, évitant de regarder le visage de sa patronne qui passait devant la porte avec des coupes de champagne à la main. La propriété suivait sa routine paralysante, comme si la souffrance d'un enfant n'était qu'un détail de plus caché derrière des meubles coûteux. Manon sentait un nœud croissant dans sa gorge, un mélange dangereux d'impuissance et de colère contenue,
mais elle savait qu'il n'était pas encore temps de confronter qui que ce soit. Ce dont elle avait besoin, c'était de plus de signes, de plus de schémas, de plus de certitudes, car sans eux, tout faux pas ferait perdre la vérité avant qu'elle ne soit révélée au bon moment. En fin de journée, lorsque le ciel devint orangé derrière les immenses fenêtres, Manon ramassa le plateau de biberons vide dans la cuisine et remarqua quelque chose de différent, une petite lueur irrégulière au fond d'un des flacons, comme si un reste de poudre s'y était accumulé. Le cœur battant, elle approcha le flacon de la lumière et réalisa que cela ne faisait partie d'aucun supplément infantile connu. Avant qu'elle ne puisse enquêter davantage, elle entendit la porte de la cuisine claquer doucement et se retourna pour voir sa patronne, debout, l'observant en silence. « Vous êtes bien curieuse, ces temps-ci » dit la femme avec un sourire qui ne cachait pas la menace. Manon serra fermement le flacon, dissimulant le tremblement de ses mains, et répondit simplement « Je ne fais que mon travail ». La patronne pencha la tête, s'approchant lentement, et répondit « J'espère que ça continuera comme ça, parce que les gens qui se mêlent de ceux qui ne les regardent pas finissent par disparaître. » La phrase resta en suspens dans l'air comme une lame aiguisée, et Manon comprit qu'à partir de ce moment, tout deviendrait encore plus dangereux. La fin de cette soirée apporta un silence étrange, lourd, comme un nuage dense prêt à s'abattre sur la propriété. Et Manon remarqua que le comportement de sa patronne était devenu encore plus méticuleux, comme si chaque geste était calculé pour cacher des traces que personne d'autre ne devait trouver. Pendant que le bébé dormait avec une respiration courte, que Léa somnolait, épuisée, dans le fauteuil et que toute la maison semblait retenir son souffle face à quelque chose qui n'avait pas encore de nom mais qui grandissait comme une ombre derrière les murs. Dans le couloir, la lumière jaunâtre se reflétait sur les cadres dorés et créait un dessin inquiétant sur les murs, comme si l'environnement lui-même accompagnait la tension silencieuse. Manon, ramassant des serviettes sur le sol, entendit de nouveau le son du talon de sa patronne résonner lentement, marquant chaque pas avec une fermeté calculée. La femme entra dans la chambre du bébé, sans rien dire, saisit un flacon de médicaments et, d'une voix basse, murmura « plus que quelques jours ». Et ce murmure tomba comme un avertissement que quelque chose de plus dangereux approchait, même si personne n'était prêt à l'admettre. Le lendemain matin, la propriété semblait agitée, comme si une énergie différente circulait dans les couloirs, entraînant des regards méfiants d'un côté à l'autre. La patronne arpentait la maison avec un sourire trop tendu pour paraître naturel, arrangeant des fleurs et réprimandant les employés pour des détails insignifiants. Ceci n'est pas un hôtel. Faites votre travail correctement, disait-elle en passant les doigts sur le dessus en marbre, sans vraiment se soucier de la propreté. Manon observait tout de loin, réalisant que la femme tentait de contrôler non seulement la routine, mais aussi les gens autour d'elle, comme si elle essayait d'empêcher toute information de fuiter. Lorsqu'elle monta dans la chambre de Léo pour changer la poubelle, elle trouva Léa assise sur le tapis, serrant doucement le petit dans ses bras. Il s'est réveillé si vite aujourd'hui. On aurait dit qu'il était effrayé, murmura la jeune femme. Le son léger, presque innocent, alluma une étincelle dans l'esprit de Manon. Le bébé réagissait mieux, mais c'est précisément pour cela qu'elle savait que sa patronne le remarquerait, et que cela entraînerait des conséquences imprévisibles. À l'heure du déjeuner, alors que les employés finalisaient les plats et que la maison s'emplissait d'odeurs raffinées, la patronne exigea que le bébé soit amené au salon pour rester près d'elle, même si cela n'avait jamais été demandé auparavant. L'environnement luxueux contrastait avec la fragilité de l'enfant, qui se recroquevillait dans sa poussette, respirant rapidement, comme s'il pressentait que ce n'était pas un endroit sûr. Sa mère l'observa quelques secondes avec un sourire rigide. Puis elle dit, le pauvre, encore si faible. Les mots portaient une satisfaction presque imperceptible, mais qui frappa durement la poitrine de Manon, qui tenait un plateau à proximité. Le bébé ferma les yeux, bougeant peu, tandis que sa patronne approchait le nouveau biberon qu'elle avait préparé personnellement. Léa tenta de s'approcher pour aider, mais la femme leva la main. « Je m'en occupe. » La tension était si palpable qu'elle semblait remplir l'air, écrasant toute tentative de réconfort. Et au fond, quelque chose d'invisible semblait se diriger vers une issue encore plus dangereuse. Plus tard, alors que la maison commençait à se préparer pour la nuit, Manon trouva dans le débarras une boîte contenant des flacons vides, identiques à ceux que sa patronne gardait dans la chambre. Certains étaient encore marqués de résidus minimes au fond, presque imperceptibles. Elle en prit un avec précaution, analysant le matériau à la faible lumière, et remarqua que tous avaient de petites taches cristallisées, comme des restes séchés de substances impropres à un usage infantile. Avant qu'elle ne puisse glisser un flacon dans sa poche, elle entendit des pas dans le couloir et referma rapidement la boîte,
recommençant à empiler des objets comme si elle ne faisait que réorganiser le débarras. Sa patronne apparut à la porte, croisa les bras et demanda « Vous cherchez quelque chose ?» La voix n'avait pas d'agressivité ouverte, mais portait une intention acérée, comme une lame sur le point d'être utilisée. Manon répondit calmement « Je range, madame. » La femme l'observa pendant de longues secondes avant de partir, et le froid qui resta dans l'air dénonçait que les jours à venir seraient encore plus risqués. Lorsque l'horloge marqua le début de la soirée, la propriété se remplit de nouveau de lumière chaude, mais l'éclat artificiel n'effaçait pas le climat tendu qui pesait sur tous. Léa, nerveuse, s'approcha de Manon dans la cuisine alors qu'elle lavait des biberons vides. « J'ai peur. On dirait qu'elle sait qu'on se rend compte de quelque chose, » murmura-t-elle, regardant par-dessus son épaule pour s'assurer que personne n'écoutait. Manon garda le regard baissé, rinçant lentement le verre, tout en analysant chaque mot qu'elle devait ou ne devait pas dire. « Continue de tout faire comme d'habitude. Ne la laisse rien remarquer de différent, » murmura-t-elle, essayant de contrôler sa propre inquiétude. Le bébé pleura à l'étage et toutes deux se figèrent une seconde, comme si le son avait traversé la cuisine comme une alerte. Ce pleur changeait, il mêlait maintenant douleur et tentative de résistance, comme si le petit essayait enfin de se battre pour lui-même, malgré un corps trop faible pour cela. En fin de soirée, alors que les employés commençaient à ranger et à éteindre les lumières, la patronne apparut dans le hall avec une expression irritée, annonçant qu'elle recevrait des visiteurs importants dans les prochains jours. « Je veux que tout soit impeccable. Je n'admets aucune erreur, » ordonna-t-elle, fixant directement la femme de ménage, comme si elle cherchait à provoquer un faux pas qu'elle pourrait utiliser plus tard. Manon répondit avec la même neutralité que d'habitude, mais le regard attentif de sa patronne restait collé à elle, comme si elle tentait de déchiffrer ses pensées. Le bébé, qui dormait dans sa poussette, laissa échapper un petit cri aigu et la patronne se dirigea vers lui, se penchant avec une affection qui semblait trop répétée. « Tu gâches toujours mes moments » murmura-t-elle avant d'ajuster la couverture. Manon observa tout de loin, consciente que cette femme commençait à perdre le contrôle de sa propre mise en scène. Et quand quelqu'un comme elle perd le contrôle, le danger se multiplie en silence, de manière imprévisible et de plus en plus proche. Quand tout le monde fut enfin allé se coucher, Manon se dirigea lentement vers la chambre de Léo pour vérifier si tout allait bien, emportant avec elle un calme tendu qui n'existait qu'en surface. En ouvrant la porte avec précaution, elle vit Léa endormie dans le fauteuil et le petit respirant de manière irrégulière, le visage encore plus pâle qu'il y a quelques heures. Elle s'approcha du berceau et trouva de nouveau un flacon vide mal caché sous la couverture pliée. Elle toucha le verre froid du bout des doigts et sentit son cœur s'accélérer, car cette preuve répétée ne semblait plus être un accident. C'était un schéma, une routine, une intention. Elle glissa le flacon dans la poche de son tablier et resta là quelques secondes dans un silence absolu, n'entendant que le son fragile de la respiration de l'enfant. Toute la propriété semblait observer, à l'affût, comme si elle savait que quelque chose de grandiose et de terrible était sur le point de se produire. Et sans s'en rendre compte, Manon était déjà plus impliquée qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer, se dirigeant vers une confrontation inévitable, même si les plus grands secrets étaient réservés pour bien au-delà de cette nuit. Le lendemain, le jour se leva gris, étouffant, comme si même le ciel pressentait que quelque chose commençait à se déplacer à l'intérieur de cette luxueuse propriété. Et Manon se réveilla avec la sensation inquiétante que les heures à venir exigeraient d'elle plus de courage qu'elle n'avait jamais imaginé posséder. En nettoyant les escaliers, elle entendit sa patronne marcher précipitamment dans le couloir, parlant au téléphone avec quelqu'un qui semblait trop important pour être ignoré. « J'ai dit qu'il n'est pas encore au point, mais je vais régler ça bientôt », murmura la femme d'un ton calculé et froid. Manon interrompit son mouvement un instant, absorbant chaque mot, essayant de ne pas montrer qu'elle écoutait. Léa apparut peu après, pâle, tenant le bébé qui semblait encore plus faible, comme s'il avait passé toute la nuit à lutter contre quelque chose qui drainait ses forces de manière invisible. Le pleur sortait à peine, juste un son rauque, timide, douloureux. Et à cet instant, Manon comprit que le temps était compté, même si les plus grands secrets n'avaient pas encore totalement émergé. Alors que la maison s'agitait pour la préparation de la visite annoncée par la patronne, Manon remarqua que la routine avait changé de manière subtile mais intentionnelle. La mère resta dans la chambre du bébé pendant de longues minutes, plus que d'habitude, verrouillant la porte et empêchant Léa d'entrer pour aider. « Je m'occupe de lui aujourd'hui. Vous avez d'autres tâches » dit-elle sans autoriser d'objection. Quand elle sortit enfin, elle tenait le biberon vide avec une expression d'irritation contenue, comme si quelque chose ne s'était pas déroulé exactement comme elle l'avait prévu.
Le bébé semblait trop somnole, avec une respiration irrégulière et un visage rougi, des signes qui déclenchèrent encore plus l'alerte chez Manon. La femme de ménage, tout en polissant les meubles du couloir, observa discrètement chaque geste de sa patronne, remarquant que la femme vérifiait 2 fois si personne ne la suivait ou ne l'observait. C'était comme si elle portait un secret qui commençait à peser trop lourd, mais qui devait encore rester caché jusqu'au moment qu'elle jugerait opportun. Durant l'après-midi, le jardinier apporta des colis à la porte latérale de la maison et Manon remarqua que sa patronne signa la réception à la hâte, cachant rapidement le contenu dans le garde-manger du fond. Le paquet était petit, enveloppé dans un papier discret, mais assez lourd pour indiquer qu'il ne s'agissait pas de quelque chose d'ordinaire. Plus tard, lorsque sa patronne partit pour un long appel, Manon passa par le garde-manger et ne vit que la boîte vide jetée dans un coin, avec un papier déchiré coincé entre les planches de l'étagère. Elle le fit glisser doucement, dissimulant son mouvement, et lut un fragment ne contenant que des chiffres et une abréviation de formules chimiques qu'elle connaissait bien trop bien. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être là, encore moins près d'un enfant. Avant qu'elle ne puisse analyser davantage, elle entendit des pas s'approcher et rangea rapidement le papier dans sa poche, retournant à son travail comme si de rien n'était, bien que son cœur battait la chamade, comme s'il annonçait un revirement sur le point d'exploser. La tension monta lorsque, en fin d'après-midi, la patronne descendit en portant le bébé dans ses bras, le visage peint d'une fausse préoccupation, tout en discourant à voix haute aux employés qui organisaient le salon. Il va de plus en plus mal. Je devrais peut-être l'emmener à l'hôpital pour montrer que je fais tout toute seule, affirma-t-elle avec un sourire exagérément triste. Léa, qui descendait de l'étage, observa avec des larmes aux yeux et murmura tout bas à Manon, elle veut qu'il aille plus mal. Je le sais. Manon ne répondit pas, mais son regard ferme montrait qu'elle y croyait aussi, même sans preuve définitive pour confronter sa patronne à ce moment-là. La mère plaça le bébé dans la poussette avec une négligence déguisée, ajustant la couverture avec une dureté inutile. Et lorsqu'elle s'éloigna, l'enfant laissa échapper un faible gémissement qui fit que la femme de ménage se mordit la langue pour ne pas courir vers lui. Il était évident que quelque chose était sur le point de déborder et que le masque de cette femme arrogante commençait à se fissurer. Pendant le dîner, la propriété ressemblait à une scène de théâtre soigneusement éclairée, où chaque mouvement de la patronne avait une intention calculée. Elle se promenait dans le salon avec des coupes à la main, commentant des événements futurs et riant de situations qui n'avaient rien de drôle, tandis que le bébé restait éteint dans sa poussette à côté, comme s'il avait été délibérément oublié. Manon, de loin, observait tout en servant de l'eau aux invités, remarquant que certains d'entre eux échangeaient des regards discrets sur l'état de l'enfant, mais personne n'avait le courage de questionner directement. La patronne, percevant toute déviation d'attention, renforçait aussitôt son rôle de mère dévouée. Ça a été si difficile de m'occuper de lui, mais je fais tout avec amour. La phrase, dite sur un ton mélodramatique, contrastait avec la manière froide dont elle ajustait la couverture du bébé, sans même vérifier s'il respirait correctement. Manon sentait son propre corps se raidir face à cette farce, mais elle savait encore qu'elle devait attendre le bon moment pour agir. Plus tard, lorsque les invités furent partis et que la propriété commença à retrouver son silence naturel, Léa entra en pleurant dans la cuisine, tenant le bébé dans ses bras. Il est tout mou, Manon. J'ai peur. Le petit respirait rapidement, la peau plus pâle que jamais, comme si chaque seconde drainait le peu de force qui lui restait. Manon s'approcha lentement, touchant le front de l'enfant et sentant une chaleur fiévreuse qui était loin d'être normale. Le biberon utilisé plus tôt était encore dans l'évier, avec un résidu blanchâtre au fond, qui ne disparaissait même pas après 2 lavages. Avant qu'elles ne puissent examiner davantage, elles entendirent le son distinct du talon de la patronne résonner dans le couloir. « Qu'est-ce que vous lui faites maintenant » questionna la femme avec un regard évaluant chaque détail de la scène, comme si elle cherchait des coupables qu'elle pourrait utiliser dans son récit manipulé. Le poids de cette présence envahit la cuisine comme une ombre menaçante, rendant clair que le danger était de plus en plus proche. Lorsque l'horloge marqua presque minuit, Manon décida de remonter dans la chambre du bébé, poussée par une impulsion qu'elle ne pouvait plus contrôler. En ouvrant la porte avec précaution, elle trouva le flacon qui avait été utilisé par sa patronne plutôt jeté derrière le fauteuil, comme si quelqu'un avait tenté de le cacher à la hâte. Le verre était encore humide, avec des restes d'un liquide plus dense au fond. Elle le prit avec des mains tremblantes, sachant que cet objet était plus qu'un indice. C'était un fragment de la vérité qui tentait d'émerger. Elle recula de 2 pas, respira profondément et glissa le flacon dans la poche de son tablier. Le bébé, faible, laissa échapper un petit pleur qui semblait un appel à l'aide,
et Manon lui passa la main sur le front avec une délicatesse silencieuse, se promettant qu'elle ne laisserait pas cela continuer. La maison était trop silencieuse, comme si elle attendait que la pièce suivante tombe. Et le plus effrayant était de savoir que les plus grands secrets étaient encore gardés pour la seconde moitié de cette histoire. La nuit s'infiltra dans la propriété comme un lourd manteau, couvrant chaque pièce d'un silence qui semblait annoncer que quelque chose de décisif était sur le point de se produire. Et Manon arpentait les couloirs à pas lents, portant dans sa poche le flacon trouvé derrière le fauteuil, comme quelqu'un qui porte une vérité qui ne peut pas encore être dite à voix haute. La faible lumière des lampes allongeait des ombres sur le sol en marbre, créant des dessins déformés qui l'accompagnaient alors qu'elle montait l'escalier vers la chambre du bébé. Léa s'était de nouveau endormie, épuisée, après des heures de tension, et le petit respirait avec difficulté, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme qui menaçait de s'arrêter à tout moment. Manon s'approcha lentement, observant la peau pâle, les lèvres légèrement violacées, la sueur froide sur son front, des signes qu'elle connaissait bien trop bien pour les ignorer. L'instinct de pharmacienne, enfoui pendant des années, se réveillait en elle comme une flamme qui refuse de s'éteindre, lui disant que ce bébé était à quelques minutes d'une limite dangereuse, même si le grand secret derrière tout cela était encore caché dans l'ombre. Au lever du jour, la patronne apparut dans la cuisine avec un sourire trop étudié, demandant que le café soit servi rapidement, comme si elle était en retard pour un rendez-vous important. Son regard parcourait chaque recoin de la pièce, scrutant les visages, essayant de trouver des signes de désobéissance parmi les employés. « Aujourd'hui va être une journée décisive pour moi », commenta-t-elle en croisant les jambes et en tapotant sur son téléphone avec une irritation contenue. Manon garda un visage neutre en passant un chiffon sur le comptoir en marbre, mais ses oreilles étaient attentives, captant chaque mot qui sortait de cette bouche froide. La patronne parlait d'une future interview, de possibles campagnes publicitaires, d'apparitions publiques qui lui rapporteraient prestige et argent. Et chaque phrase révélait qu'elle ne voyait pas son fils comme un être humain, mais seulement comme une pièce d'un théâtre soigneusement montée. Le bébé, à ce moment-là, était à l'étage, trop faible pour réagir, et la tension qui montait en Manon menaçait de déborder si elle ne trouvait pas le bon moment pour agir. La situation empira lorsque, peu avant le déjeuner, Léa descendit les escaliers en courant, le bébé dans les bras et des larmes aux yeux, essayant de contrôler le désespoir qui débordait de sa voix. « Il perd connaissance, Manon. Il perd connaissance, répéta-t-elle, le corps tremblant. La patronne se précipita dans le salon, non pas pour aider, mais pour prendre le bébé dans ses bras avec une théâtralité étudiée, comme si elle était filmée. « Mon Dieu, qu'est-ce que vous lui avez fait » s'exclama-t-elle, préparant déjà son discours pour blâmer les autres. Manon observait tout de loin, contrôlant l'envie d'arracher l'enfant des bras de cette femme. Dans un coin de la pièce, le biberon récemment utilisé reposait sur la table avec un résidu blanchâtre au fond, plus dense, plus suspect que jamais. L'atmosphère devint si tendue que même les employés arrêtèrent ce qu'ils faisaient, observant la scène avec des yeux effrayés. Chaque seconde semblait pousser tout le monde vers un abîme dont personne ne connaissait encore la profondeur. Lorsque la patronne réalisa que le bébé ne réagissait pas, la mise en scène prit une autre tournure. Elle se mit à crier à l'aide, courant d'un côté à l'autre avec l'enfant dans ses bras, mais ne permettant à personne de s'approcher pour l'aider vraiment. Manon tenta de faire un pas en avant, disant calmement « Laissez-moi voir, madame, je peux aider. » Mais la femme recula immédiatement, plissant les yeux comme une bête traquée. « Vous en avez déjà assez fait. »« Ne touchez pas à mon fils » cria-t-elle, la voix brisée par la fausseté. Léa pleurait désespérément, demandant d'appeler une ambulance, mais sa patronne l'ignorait, piégée dans son propre théâtre cruel. Manon, réalisant que la situation atteignait un point critique, fit le tour de la table et saisit le téléphone fixe, composant le numéro d'urgence avec des mains contrôlées, même si elle savait qu'elle serait réprimandée pour cela. Le faible pleur du bébé, presque inexistant, résonnait comme une dernière tentative de survivre à quelque chose que personne n'osait plus nommer. L'ambulance se gara devant la porte quelques minutes plus tard, apportant avec elle une urgence qui contrastait avec l'attitude calculée de la patronne. Les ambulanciers entrèrent dans la propriété, examinèrent rapidement le bébé et, remarquant la respiration irrégulière et l'état général d'extrême abattement, demandèrent ce qu'il avait ingéré. La mère répondit rapidement, « Il est comme ça depuis des semaines. Je pense que c'est génétique. » Manon, gardant son calme, resta aux côtés de Léa, qui peinait à tenir debout tant elle était nerveuse. La patronne continuait son spectacle, parlant fort, inventant des symptômes, essayant d'occuper suffisamment d'espace pour empêcher les autres de remettre en question sa version.
Mais pendant qu'elle tentait de contrôler le récit, Manon remarqua qu'un des ambulanciers avait trouvé le flacon caché sous la couverture du bébé, le même type de flacon qu'elle avait gardé dans sa poche la nuit précédente. L'homme fronça les sourcils, observa le contenu et échangea un regard rapide avec son collègue, comme si quelque chose commençait enfin à avoir un sens. Le départ précipité de l'ambulance laissa la propriété en lambeaux émotionnels, et les employés observèrent depuis le portail la scène se dérouler tandis que la patronne montait dans le véhicule, criant encore des accusations aléatoires. Manon et Léa restèrent sur le trottoir, tremblantes, comme si elles avaient été arrachées à un ouragan. « Il va s'en sortir, n'est-ce pas ?» murmura Léa, serrant fort la main de Manon. La femme de ménage tenta de répondre, mais son esprit était rempli de calculs, d'analyses, de souvenirs du passé qui se croisaient avec le présent et formaient un dessin presque complet, un dessin qui avait encore besoin d'une pièce cruciale pour se révéler entièrement. Patrick, le chauffeur de la famille, qui avait tout observé avec une expression inquiète, s'approcha de Manon et dit « Si vous avez quelque chose à dire au patron, il vaut mieux prendre votre courage à deux mains, parce qu'il rentre. » La phrase tomba comme un poids dans l'air, annonçant que les heures à venir ne seraient pas seulement tendues, mais décisives pour l'avenir de tous. En cette fin de soirée, avec la propriété partiellement vidée et un silence inquiétant occupant tous les espaces, Manon se rendit dans la chambre vide du bébé et se tint debout devant le berceau. La couverture gardait encore la chaleur récente de l'enfant, et la chambre, si grande et luxueuse, semblait plus froide que jamais. Elle ouvrit le tiroir de la commode et trouva un autre emballage, petit, scellé, identique à ceux qu'elle avait observés ces derniers jours. En le tenant à la lumière, quelque chose s'aligna enfin dans son esprit, une confirmation silencieuse qu'elle craignait depuis le début. Mais même en saisissant cette dernière pièce du puzzle, elle savait que le moment de révéler la vérité n'était pas encore arrivé. Les plus grands secrets étaient sur le point de déborder, et il faudrait attendre juste un mouvement de plus, un retournement de plus pour que tout soit exposé. Et dans ce silence profond, Manon sentit que le pire, et le plus révélateur, était encore à venir. L'hôpital était saisi d'une frénésie silencieuse lorsque le millionnaire arriva en toute hâte, traversant le couloir comme quelqu'un qui tente de rattraper des années perdues en un court instant, et sa présence semblait déchirer l'air chargé de la tension accumulée pendant des heures. Les médecins parlaient à voix basse, consultant les examens, tandis que Valérie mettait en scène son désespoir dans un coin de la pièce, répétant des phrases toutes faites comme « j'ai tout fait pour lui ». Même si le bébé, fragile et endormi sous les médicaments, respirait comme quelqu'un qui lutte contre quelque chose de bien plus grand qu'une simple maladie. Manon observait de loin, les mains croisées, le cœur battant à un rythme accéléré, sentant que c'était le moment qu'elle craignait mais qu'elle attendait aussi. Stéphane regarda sa femme, puis l'enfant, et quelque chose sur son visage s'effondra dans un silence plus fort que des cris. La fiction parfaite en laquelle il avait cru si longtemps commençait à s'écrouler, et le fil qui retenait la vérité commençait enfin à se rompre devant tous. Le médecin-chef appela le millionnaire et lui demanda de s'asseoir avant d'entendre les résultats, ce qui annonçait déjà la gravité de ce qui allait suivre. Il expliqua que l'enfant présentait des signes clairs d'intoxication répétés, détaillant les niveaux, les substances et les conséquences qui laissèrent le père abasourdi, incapable de formuler des mots pendant de longues secondes. Valérie tenta d'interrompre, disant que tout devait être de la faute des employés, mais le médecin brandit l'un des flacons trouvés, le même que Manon avait gardé la nuit précédente, et pointa les preuves chimiques qu'il contenait. « Cela ne vient pas d'une erreur, cela vient d'une routine », affirma-t-il fermement. Manon resta immobile, observant le millionnaire fixer sa femme avec un regard qui mêlait incrédulité, colère et douleur profonde. « C'est vrai ?» demanda-t-il d'une voix basse et tremblante. La femme tenta de s'approcher, inventant des histoires improvisées, mais le poids de la réalité s'imposait enfin et ses mots tombaient au sol comme du verre brisé. Alors que la discussion prenait de l'ampleur, le chauffeur s'approcha de Manon et murmura « Montrez-lui maintenant. Il doit voir. » La femme de ménage prit une profonde inspiration et se dirigea vers le millionnaire, lui tendant le téléphone avec les preuves qu'elle avait secrètement rassemblées. Les photos des flacons, les horaires, les notes, les courtes vidéos des moments suspects. Tout était là, organisé par quelqu'un qui avait été réduite au silence pendant des années, mais qui trouvait maintenant le courage qui manquait. Le millionnaire fit glisser son doigt sur l'écran et à chaque image, les muscles de son visage se contractaient davantage, révélant la douleur d'un homme qui découvrait non seulement la trahison, mais aussi le risque réel de perdre son propre fils. Lorsqu'il leva les yeux, il fixa sa femme avec une froideur inédite et dit « Tu as failli tuer notre fils. » Et pourquoi ? La question résonna dans le couloir comme une sentence, et son silence à elle,
finalement sans masque, en disait plus que n'importe quelle justification. Valérie recula de quelques pas, réalisant que le récit soigneusement construit se défaisait devant elle, et son visage se tordit entre nervosité, colère et perte de contrôle. Elle tenta d'accuser à nouveau Manon, disant que la femme de ménage était jalouse de la famille, qu'elle avait tout manigancé, qu'elle voulait détruire sa vie, mais cette fois, personne ne la crut. Léa, la voix tremblante, confirma les détails dont elle avait été témoin. Le médecin renforça que les examens ne mentaient pas. Patrick expliqua qu'il avait observé des comportements étranges depuis des semaines. Et le millionnaire, les larmes contenues, répétait seulement « Je t'ai fait confiance ». Sans issue, l'épouse s'enfuit dans le couloir, mais fut suivie par des agents de sécurité, appelés par l'hôpital, alors que l'affaire commençait à prendre des proportions juridiques qui échappaient à son contrôle. La farce parfaite s'effondrait de toutes parts, et la propriété qui semblait autrefois intouchable commençait à s'écrouler au cœur de la ville. Avec la mère maîtrisée et le bébé enfin stabilisé, le millionnaire demanda un moment seul avec Manon. La femme de ménage, encore incertaine, s'approcha lentement, craignant d'être blâmée pour quelque chose. Mais l'homme se contenta de prendre son téléphone avec précaution et dit « Vous avez sauvé mon fils ». La phrase simple et ferme tomba sur Manon comme un poids et un soulagement à la fois. Pendant des années, elle avait été traitée comme coupable pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait, portant une étiquette injuste qui avait détruit sa carrière. Maintenant, là, devant ce père anéanti, elle recevait enfin une reconnaissance qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre. Le millionnaire lui demanda de tout raconter depuis le début, et Manon expliqua chaque détail avec une clarté tranquille, sans exagération, rapportant simplement des faits qui avaient été ignorés si longtemps. Chaque mot qu'elle prononçait cousait la vérité qui était auparavant fragmentée. Et le père écoutait comme quelqu'un qui essaie de rattraper le temps perdu avec son propre fils. La nouvelle se répandit rapidement et en quelques heures, des journalistes encerclaient l'hôpital. Des caméras tentaient de capter le moindre mouvement et l'histoire commençait à prendre forme sur les réseaux sociaux. Mais contrairement à ce que Valérie avait prévu, elle n'était pas dépeinte comme la mère éplorée, mais comme la suspecte d'un crime qui choquait le pays. Quant à Manon, la discrète femme de ménage qui avait toujours travaillé en silence, elle apparaissait dans les récits comme la femme qui avait perçu les signes avant tout le monde et qui avait agi quand personne d'autre n'avait eu le courage. Léa, émue, serra Manon dans ses bras et dit « Je savais que tu réussirais à l'aider ». Les autorités appelèrent le millionnaire pour une déposition, et il tint à mentionner devant tous que la femme de ménage était responsable d'avoir sauvé la vie de l'enfant. La vérité commençait enfin à être racontée, et la propriété qui cachait autrefois des secrets était maintenant le théâtre de gros titres qui exposaient au grand jour ce qui avait été enfoui. Quelques jours plus tard, avec sa femme écartée par décision de justice et le bébé reprenant enfin des forces, le millionnaire prit une décision qui allait changer à jamais le destin de Manon. Il s'approcha d'elle dans la salle silencieuse de l'hôpital, où elle pliait du linge avec le même soin que toujours, et dit « Je vous veux près de lui et près de moi. Je vous fais plus confiance qu'à quiconque ayant jamais travaillé chez moi. » Il lui tendit alors une lettre officielle, la réintégrant comme gouvernante de la propriété, avec un salaire élevé et une autonomie totale, mentionnant également qu'il l'aiderait à récupérer ce qu'elle avait perdu par le passé. Manon prit le papier avec des mains tremblantes, sentant que, pour la première fois depuis des années, sa vie se reconstruisait sur des vérités et non sur des injustices. Le bébé, maintenant plus fort, tendit sa petite main vers elle. Un geste simple qui clôtura l'histoire avec une promesse silencieuse de nouveau départ. Et même avec tout ce qui avait été révélé, le plus grand retournement de situation de cette propriété restait l'ascension inattendue de la femme que tout le monde jugeait trop ordinaire pour être une héroïne. Et maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi à quel moment de cette histoire votre cœur s'est le plus emballé. Parce que des histoires comme celle-ci nous rappellent une chose importante. Le héros n'est pas toujours celui qui a l'argent, le titre ou la renommée. Parfois, le héros est celui qui nettoie le sol, que personne ne voit, qui porte un lourd passé mais qui choisit tout de même de sauver des vies quand le monde entier détourne le regard. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait ressentir de la colère, de l'espoir, du soulagement ou de la révolte, n'oubliez pas de laisser un like, car cela aide énormément. Commentez ci-dessous ce que vous auriez fait à la place de Manon et si vous avez déjà vécu une injustice que personne n'a crue. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car il y a une nouvelle histoire chaque jour. Des histoires qui inspirent, émeuvent et montrent que même dans l'endroit le plus sombre, quelqu'un peut surgir et tout changer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine histoire qui vous touchera.